Aujourd'hui, on va explorer l'histoire fascinante de l'un des plus grands criminels de tous les temps, Pablo Escobar. Ce trafiquant de drogue colombien qui a dominé le marché mondial de la cocaïne dans les années 80, amassant une fortune considérable tout en menant une guerre sans merci contre les autorités et ses rivaux, sa vie a été marquée par la violence, les excès et les intrigues, mais aussi par une influence sans précédent sur la politique et la société colombienne. Préparez-vous à découvrir l'incroyable saga de celui que certains ont surnommé le roi de la cocaïne. Plongez avec moi dans cette épopée colombienne. L'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria débute à Rio Negro en Colombie. Il naît le 1er décembre 1949 dans une famille pauvre. Alors la Colombie à cette époque, elle est marquée par des crises violentes et elle traverse une période appelée la violencia. Alors la violencia, c'est une guerre civile qui met le pays dans une situation très inconfortable, autant politiquement qu'économiquement. Pablo il a 6 frères et sœurs, et son enfance elle est assez compliquée, elle est marquée par la pauvreté. Par exemple, il n'a ni électricité, ni eau courante. Et dès son plus jeune âge, Pablo Escobar il commence à faire des activités criminelles. Bon, là il y a deux versions. Selon la rumeur, il aurait débuté par le vol de pierres tombales, dont il efface les inscriptions pour les revendre à des marbiers, et de voitures aux côtés de son cousin Gustavo Gaviria. Mais son frère il nie ses faits, en disant que les pierres tombales, elles appartiennent aux propriétaires du cimetière qui s'en débarrassent. Peu importe, Pablo il fait ses petits business, il marchande quelques produits et il se fait un peu d'argent comme ça, et à 18 ans il décide tout de même d'intégrer l'université, mais il va pas y rester longtemps, et il sortira de l'école sans aucun diplôme. Pablo c'est un jeune adulte, il a plein de rêves en tête, et c'est à cette époque qu'il va commencer à se lancer dans les arnaques et les activités criminelles. Pour l'instant ce ne sont que des délits mineurs par rapport à la suite des événements. Et donc il va croiser le chemin d'Oscar Benel Aguirre, et ils sont sur la même longueur d'onde. Ils vont donc se lancer tous les deux dans leurs premières petites arnaques. La vente de cigarettes de contrebande, de faux tickets de loterie ou encore de vol de voitures. Mais c'est pas assez pour les deux acolytes qui vont décider d'aller encore plus loin. Et ils vont commencer à kidnapper des cadres de grande valeur et en demandant une rançon de plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque fois. Mais ça suffit toujours pas à Pablo et son pote qui continuent de faire des délits et il a un seul souhait à ce moment-là, c'est de devenir millionnaire. Et à 22 ans, à force de délits, il va y arriver, il deviendra même multimillionnaire à 26 ans. Alors à ce moment-là, il compte près de 100 millions de pesos colombiens, soit plus de 3 millions de dollars sur son compte en banque. Mais évidemment, il veut aller encore plus loin et faire encore plus, et donc il cherche un business qui lui rapportera plus que les cadres et les faux tickets de loterie. Et par hasard, il va entendre parler d'un business très rentable et qui se développe énormément aux États-Unis et globalement dans le monde. Vous l'aurez compris, c'est la vente de la drogue. Dans une publication qu'il aurait fait en Colombie, il cite même « C'est alors que j'ai rencontré un jeune gringo dans une discothèque de Medellín. Le gringo avait un avion, il voulait acheter de la cocaïne dans le pays. Ce commerce me semblait facile à première vue, il y avait peu de risques, c'était rentable. En plus, il ne fallait tuer personne, ce qui m'était important. À cette époque, ce trafic ne faisait pas la une de tous les journaux. Au fond, je trouvais cette activité normale. » Nous sommes en 1975 et Pablo Escobar commence à investir dans la drogue. Il vient, sans le savoir, de mettre un pied dans un des business qui fera sa renommée jusqu'à la fin de sa vie. Pablo Escobar, il va commencer grâce notamment aux trafiquants de drogue pourchassés au Chili par le général Augusto Pinochet qui vient d'accéder au pouvoir. Ces trafiquants, ils recherchent des liens entre la production de la pâte de coca qui sert à faire de la cocaïne et le Pérou et la Bolivie. Et ça tombe bien parce que Pablo, ça l'intéresse, et en 1975, il achète 15 kg de pâte de coca qu'il veut faire passer dans toute la Colombie. Au début, son business il est assez simple, il fait passer de la cocaïne dans toute la Colombie dans des vieux pneus de voiture. Et un pilote peut espérer gagner plus de 500 000 $ en fonction de la quantité de drogue transportée. Alors, évidemment, il trouve beaucoup de chauffeurs qui sont prêts à faire ce travail aussi bien payé. Et plus ça avance, plus son business devient rentable et Pablo va commencer à se professionnaliser. Il va s'acheter un avion et il le pilote lui-même pour faire passer de la drogue entre la Colombie et le Panama. Son empire se dessine, il grandit et l'argent commence à couler à flot pour lui. Bon, malheureusement, Pablo, c'est pas un enfant de cœur, et le business de la drogue, c'est un business qui est dangereux. Et pour se mettre à l'abri, il va assassiner Fabio Restrepo, un autre trafiquant de drogue de Medellín. Alors à ce moment-là, il commence à se faire respecter, et sa notoriété s'accroît. Les gens commencent à entendre parler de Pablo Escobar. D'ailleurs, pour l'anecdote, il se fait arrêter en 1976 avec 18 kg de cocaïne dans les pneus. Il va essayer de corrompre 2 policiers qui l'arrêtent, sans succès. Après plusieurs mois d'instruction, il fait assassiner les 2 policiers qui l'ont arrêté, si bien que les charges sont abandonnées. Fini la vente de faux tickets de loterie et les vols de pierres tombales,
là Pablo Escobar il commence à se faire connaître dans toute la Colombie. C'est à ce moment-là qu'il a compris que corrompre les policiers était plus simple. Si bien que cette histoire va tourner dans tous les quartiers de Medellín. Maintenant, dès que Pablo se fait arrêter, soit il arrive à corrompre les policiers, soit il les tue. Alors il y a une chose à comprendre, c'est que dans les années 80, la demande de cocaïne elle explose aux États-Unis, et Pablo il cherche des moyens de rentrer aux États-Unis et de faire transporter sa drogue sans se faire remarquer, parce que c'est illégal forcément. Et une idée lui vient en tête, les mules, c'est-à-dire des personnes volontaires ou non d'ailleurs, qui passent les frontières, l'estomac rempli de capsules de caoutchouc garnies de cocaïne. Dans le même temps, il fait l'acquisition de 15 avions et de 6 hélicoptères pour faire passer la drogue dans tout le pays et sur tout le continent. À cette période, on estime entre 70 et 80 tonnes de cocaïne expédiées chaque mois. Que ce soit par avion, voiture, bateau ou même des sous-marins, tous les moyens de transport sont bons pour distribuer dans le continent entier des milliers de tonnes de drogue. Mais c'est toujours pas assez pour le jeune natif de Medellín qui va décider d'expandre son business à l'international. En 1980, Pablo Escobar il a de nouvelles ambitions. Il a beaucoup d'argent désormais, il a acheté énormément de propriétés à travers tout le pays et même aux États-Unis, mais il a très soif de pouvoir. Il va donc financer illégalement une campagne électorale pour se lancer dans la politique. Et il est élu en 1982 comme suppléant à la Chambre des représentants dans les rangs d'une dissidence du Parti libéral colombien. Alors le Parti libéral, c'est un parti plutôt socialiste, son but c'est d'aider la Colombie à sortir de la pauvreté, et notamment Medellín, le quartier d'où il vient. Mais son élection, elle est invalidée quelques temps après, dû au financement illégal de la campagne. Mais l'idée d'aider son quartier à le sortir de la pauvreté, elle reste en tête de Pablo Escobar, qui va commencer à redistribuer son argent gagné illégalement. Par exemple, il fait construire 500 maisons, des routes, des hôpitaux, des écoles, des stades de football à Medellín, et il devient rapidement le héros des pauvres. Et évidemment, quand les services secrets colombiens ils tentent de demander des informations aux habitants de Medellín, personne ne peut répondre. En tout cas, personne ne veut répondre. Dans les années 80, l'influence de Pablo Escobar est gigantesque. Le cartel de Medellín contrôle la plupart des entrées de cocaïne aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico, en République dominicaine, au Venezuela, et même en Espagne. Et ce qui est étonnant, c'est que personne ne peut l'arrêter, et la fameuse expression plata o plomo fait son apparition. Plata o plomo. Ustedes eligen. Et si personne ne peut l'arrêter, ça tient en un mot, c'est la corruption. En fait, dès que Pablo est contrôlé ou arrêté par la police, ils ont deux choix. Se faire corrompre ou se faire tuer. Vous imaginez bien que la plupart du temps, la police se laisse corrompre. Pour assurer sa notoriété, Pablo Escobar et son bras droit, John Jairo Vacalez, vont jouer sur l'intimidation. Et ce dernier va même reconnaître avoir assassiné 3000 Colombiens tout au long de leur règne. Des journalistes, des candidats à l'élection présidentielle, des juges, des policiers, le cartel de Medellín fait peur à toutes les institutions. D'ailleurs, en 1982, un groupe d'activistes d'extrême gauche appelé le MS-19 va prendre d'assaut le palais de justice de Bogota où siège la Cour suprême. Cette attaque, elle est considérée comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Colombie, et malheureusement elle se solde par la mort de la moitié des juges de la Cour suprême lors de la reprise du bâtiment par l'armée. Alors, selon les rumeurs de l'époque, c'est Pablo Escobar qui aurait initié cette attaque pour défendre un traité d'extradition entre la Colombie et les États-Unis, ce qui aurait impacté son business, bien évidemment. Même si rien n'a réellement été prouvé, son fils dit l'avoir vu de nombreuses fois en compagnie de plusieurs leaders du MS-19. Pendant les années qui vont suivre, Pablo Escobar va continuer son ascension au sommet. D'ailleurs, en 1989, il est considéré comme le 7e homme le plus riche de la planète, selon Forbes. À cette époque, il contrôlerait près de 80% de la vente de la cocaïne mondiale. Et ce monopole, ça fait des jaloux. Et entre 1990 et 1992, les villes colombiennes se livrent une guerre sans merci avec un triste bilan de 50 000 morts en 2 ans. La Colombie devient à cette époque un des pays les plus dangereux du monde. La drogue, la corruption, les violences se font de moins en moins rares au sein des quartiers chauds. Mais en 1990, les États-Unis décident de rentrer et de réagir face à ce problème. Le 15 février 1990, un sommet anti-drogue réunit à Carthagène les présidents Bush des États-Unis, Barco de la Colombie, Paz Zamora de la Bolivie et Garcia du Pérou. En avril, l'armée colombienne cerne le siège de Pablo Escobar pour en finir avec lui. Il y aura au total 510 morts, mais ce dernier réussit à s'échapper avec son argent et son pouvoir.
Pablo Escobar a créé une véritable armée autour de lui afin de le protéger. Mais les différents pays lui mettent une pression sur le dos, voulant à tout prix en terminer avec lui. Et il passe un accord secret avec les autorités colombiennes. S'il se rend, il ne sera pas extradé vers les États-Unis. Et donc, le 19 juin 1991, il décide de se rendre et il est enfermé dans une prison de luxe. Alors, loin de l'image des prisons colombiennes que l'on se fait, ces prisons, elles comprennent un terrain de football, une maison poupée géante, un bar, un jacuzzi et une cascade. C'est un peu un hôtel de luxe tout payé duquel on ne veut pas vraiment sortir. Mais en parallèle, cette activité a continué de tourner, et ça déplaît aux autorités colombiennes et américaines qui sont submergées par la cocaïne dans leur pays. Et un an plus tard, soit le 22 juillet 1992, les autorités colombiennes décident de transférer Pablo Escobar dans une prison plus conventionnelle. Évidemment, Pablo y prend peur et craint d'être transféré aux États-Unis et il organise son évasion. Il réussira à s'évader et à passer entre les mains des policiers colombiens. Sa tête est alors mise à prix pour 6 millions de dollars. Le cartel de Medellín commence à se dissoudre et Pablo sent que c'est la fin de son règne. Du côté des États-Unis, des forces spéciales sont créées pour tenter d'arrêter Pablo. Et en 1993, un nouveau groupe paramilitaire terroriste, Los Pepes, apparaît, décidé à éliminer Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Pablo est recherché par de nombreuses personnes. Il sait que la fin est proche. Il se déplace de maison en maison en se cachant, mais pendant un an, personne n'arrivera à trouver Pablo. Mais il va faire une erreur. La veille de son anniversaire, il va téléphoner à son épouse et à son fils. Et le groupe de recherche colombien, créé spécialement pour l'arrestation de Pablo Escobar, retrouve ses traces. Ils vont se rendre sur le lieu présumé de Pablo Escobar le 3 décembre 1992, attendre et s'infiltrer dans sa maison. Après de nombreux échanges et de coups de feu, le garde du corps de Pablo Escobar est assassiné et quelques minutes plus tard, Pablo Escobar reçoit une balle dans la poitrine et une dans l'oreille qui lui sera fatale. On ne sait pas vraiment qui a tiré le coup fatal. Selon la police, ce serait le bloc de recherche colombien qui a été créé spécialement pour Pablo Escobar, mais selon ses proches, il se serait lui-même tiré une balle dans la tête. Peu importe, Pablo Escobar et le quartier de Medellín n'est plus. Alors le trafic de drogue il s'est pas complètement arrêté après la mort de Pablo Escobar. Le cartel il s'est fragmenté, il s'est dissous. C'est un autre cartel qui va prendre la relève, le cartel de Cali, qui sera déconstruit en 1996. Les cartels vont donc disparaître progressivement au profit d'un réseau horizontal, multiple et diversifié. Voilà, c'est la fin de cette épopée colombienne sur la vie de Pablo Escobar, mais il y a pas mal de sujets que j'ai pas pu aborder. Je voulais quand même faire une vidéo assez courte et condensée. Peut-être que je ferai une partie 2 en évoquant la partie de sa famille, les quelques anecdotes qui ont marqué sa vie ou encore sa vie en politique. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker ou à partager avec vos amis et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.